petit écran pour regarder cette émission, la revue d'écran 1. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On va d'abord aller en kiosque pour voir ce que nous propose la presse ce matin. Et on démarre avec la nouvelle expression qui s'intéresse au projet CJPES 2 et titre sur le consul-P qui traque la mafia. Le journal révèle que ce sont en tout 294 fonctionnaires et autres agents de l'État qui sont convoqués au contrôle supérieur de l'État. Le gouvernement, manifestement, veut enfin voir clair dans la nébuleuse qui plane depuis plus de 10 ans. La nouvelle expression indique que le communiqué signé de Rose Acha Formundam, ministre délégué à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État, invite les personnes concernées à se présenter du 5 au 12 octobre 2022 dans ses services pour affaires concernant. La ministre précise qu'elle agit sur très haute instruction du chef de l'État dans le cadre des travaux de la mission spéciale de contrôle et de vérification de la gestion du projet CJPES. Pour autres détails, procurez-vous le journal La Nouvelle Expression de ce jour. À la une du Messager, UNDP Adamawa, la saignée se poursuit, titre ce journal. Le journal souligne que des conseillers municipaux et hauts cadres du parti décident de rejoindre les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Autre précision à lire dans les colonnes du Messager. À la une de Mutation, journée de l'enseignant, un air de défaite, titre Mutation. L'édition de cette année s'est déroulée sur fond d'intensification des revendications des enseignants et des menaces de grève. Diagnostic et propositions de sortie des crises à lire en page 7 de Mutation. À la une de Cameroun Tribune Eau et Énergie, l'heure de la relance, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Le journal souligne que face aux difficultés persistantes d'approvisionnement en eau et en électricité au Cameroun, il est urgent de mettre les bouchées doubles pour parachever les projets en cours de réalisation, mais surtout investir davantage pour offrir aux populations et opérateurs économiques un service adéquat. Lire le dossier de Cameroun Tribune de la page 15 à la page 27. À la une de l'économie quotidien, Camwater, les premières actions de Blaise Moussa, pointe l'économie quotidien. Directeur général de la Cameroun Water Utilities Corporation depuis le 30 septembre 2022 et s'active déjà à faire évoluer certains dossiers. À la une de l'essentiel, Kamwata, Blaise Moussa déjà au travail, pointe l'essentiel. Seulement 48 heures après sa nomination le 30 septembre dernier, le nouveau directeur général de la Kamwata était déjà face aux leaders syndicaux pour désamorcer la grève qui couvait au sein de cette société d'État en charge de la production, de la distribution et de la commercialisation de l'eau potable, avant de lancer depuis le 5 octobre une campagne spéciale d'exécution des branchements en instance dans toutes les agences commerciales de la ville de Yaoundé. Actualité à retrouver dans les colonnes de l'essentiel. À la une du journal Éco-Santé de ce jour, prise en charge des cancers gynécologiques, la santé de la femme en discussion au deuxième congrès conjoint à Douala, nous dit le journal Éco-Santé. Et faveur Éco-Santé, donc nous mettons un thème à cette revue de presse, c'est la revue consacrée au kiosque. On va à présent accueillir nos invités dans le cadre de la seconde partie consacrée aux échanges. D'abord, à ma gauche, Didier Dengue. Bonjour Didier et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, merci pour cet accueil. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout aux amoureux de la revue des Grandes Unes. Achille, si tu le permets, je vais entrer avec un sujet qui passionne actuellement sur la toile, qui est en train de faire grand bruit depuis que j'ai fait une publication concernant le récépissé. Vous savez, les cartes nationales d'identité au Cameroun sont devenues, disons, un précieux sésame qui n'est plus facilement établi dans notre pays. Par exemple, moi j'ai un récépissé depuis 2 ans. Donc la carte nationale ne sort pas. Hier, en faisant la publication sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que les Camerounais, plusieurs Camerounais sont dans cette situation. Il y en a qui me disent qu'ils sont à 4 ans sans carte nationale d'identité. D'autres sont même à 7 ans sans carte nationale d'identité. Et on se pose la question, Achille, de savoir qu'est-ce que le délégué général à la sécurité nationale fait à ce niveau quand on sait que le système d'établissement des passeports a été modernisé. A été allégé. Effectivement, les passeports en 48 heures.
désormais. Mais au niveau Ce n'est pas le cas pour la carte nationale. Pour la carte nationale d'identité, et c'est déplorable. Mais qu'est-ce qu'on vous dit dans le poste de police où vous avez établi cette carte-là? Dans le poste, on ne donne aucune information. Dès que vous déposez votre récépissé, question de savoir si la carte est sortie. Quelques heures plus tard, l'officier vous ramène votre récépissé avec une date, disons 2-3 mois, ils ont prorogé. Et désormais, ils prorogent pour 6 mois. J'ai une consoeur qui me dit qu'elle a eu 9 mois, c'est-à-dire on peut facilement vous dire, vous allez obtenir votre carte en 2023. Vous voyez que c'est déplorable. Et alors que chaque jour, les Camerounais voyagent. Imaginez dans un bus, vous avez 70 passagers. Parmi les 70 passagers, rares sont ceux qui ont les cartes nationales d'identité. Donc c'est une interpellation, en même temps une dénonciation pour que le délégué général à la Sûreté nationale, le patriarche Martin Baga, essaye de travailler pour satisfaire les Camerounais. C'était votre coup de gueule de ce matin, Didier Dengue. En face de vous pour décrypter l'actualité, Guy Hervé. Bonjour Guy Hervé et bienvenue. Bonjour Achille et bonjour aux milliards de Camerounais qui regardent très religieusement la revue, très qualitative des journaux qui paraissent au 237 au pays de la bureau de Mbanga. Donc on est des milliards. Si vous prenez les dans vues, le monde entier, si vous prenez des vues cumulées sur les réseaux sociaux et sur les canaux traditionnels, vous allez voir que on tutoie le milliard. Et je vous confesse que toute la diaspora notamment et regarde beaucoup Equinox via la plateforme sur Facebook. Non, moi je voudrais rapidement faire mienne l'écho des jeunes entrepreneurs que nous sommes. Vous savez, le directeur des impôts était ici il y a quelques jours et le patronat camerounais a raison quand il se plaigne de ce qu'on a une fiscalité extrêmement répressive. J'estime, comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, qu'il est un peu dur d'exiger pour un bon de commande quasiment rien du tout. On vous demande d'enregistrer une quittance. Vous devez payer environ 7% du montant du bon de commande. Et à côté de ça, on vous demande un certificat de nom. À côté de ça, on vous demande un avis d'imposition des retenues à la source. Vous voyez que sur un bon de commande, vous êtes en train de dépenser près de 14, voire 15-17% que vous allez payer à l'avance pour une facture hypothétique. C'est-à-dire que votre paiement peut venir 2-3 ans après. Je pense que ce n'est pas sain. Le chef de l'État avait demandé aux jeunes d'oser d'entreprendre, mais cette manière de procéder de notre fiscalité n'est pas de nature à permettre aux jeunes entrepreneurs que nous sommes de nous épanouir sereinement. Pas vous demander de payer environ 15% à l'avance pour un bon de commande que vous allez percevoir 1, 2, voire 3 ans après pour certains. Ce n'est pas sérieux. Il faut revoir ces conditions. Les jeunes entrepreneurs, les petites PME que nous sommes ne pouvons pas survivre dans un environnement fiscal pareil. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas ça. Ça entendu, Guy Hervé Fongan, c'est également votre coup de gueule de ce jeudi matin. On va prendre à présent les journaux, les unes et commenter quelques-unes. Donc on commence par la nouvelle expression qui s'est intéressée au projet SIGIPES 2, le SIGIPES qui est le système informatisé de gestion intégrée du personnel de l'État et de la solde. On rappelle, avec la nouvelle expression, qu'il y a 294 fonctionnaires et autres agents de l'État qui sont convoqués au contrôle supérieur de l'État. Didier Dengue, que recherche le contrôle supérieur de l'État à travers cette interpellation-là? Je pense que le contrôle supérieur de l'État veut voir plus clair dans la gestion du personnel de l'État. Et la convocation, certainement, va permettre de mieux identifier ces 294 personnels de l'État. Et il faut également dire que le système de gestion du personnel de l'État cause souvent problème. Il y a souvent un sérieux problème qui est décrié avec des salaires qui passent alors qu'on a des personnes qui ne vivent plus. Vous avez certains fonctionnaires qui perçoivent les salaires fictifs, effectivement. Vous avez certains fonctionnaires qui perçoivent 2, 3, 4 salaires et du coup se retrouvent milliardaires.
Et certains Camerounais se posent la question de savoir, vous êtes fonctionnaire, mais vous êtes milliardaire. Vous êtes fonctionnaire et vous avez des gratte-ciel, des hôtels. Est-ce que vous vivez en fonction de votre salaire mensuel? Donc, je pense qu'à travers cette interpellation, le contrôle supérieur de l'État, qui a certainement des documents accablants ou alors des documents suspects, va essayer d'identifier, de voir un peu, peut-être d'échanger. Si ces personnes sont claires et qu'elles travaillent normalement pour le compte de l'État et qu'elles perçoivent leur salaire mensuel comme cela devrait être, elles n'ont pas à s'inquiéter, elles vont se rendre, mais le contrôle supérieur de l'État ne vous convoque pas juste pour une partie de plaisir. Donc, je pense qu'il y a des choses sérieuses qui sortiront de cette rencontre. Guy Fongan, votre analyse de cette actualité-là, 294 personnes impliquées dans le projet CJPS, on le rappelle. Hein. Donc l'État voudrait voir clair dans ce projet-là, qui avait un moment donné traîné avant d'être mis en branle. Je voudrais commencer par saluer l'excellent travail de la nouvelle expression de ce matin. Il faut le dire aux téléspectateurs que les noms les 294 personnes convoquées sont dans le journal de ce matin. Donc, ils gagneraient à aller rapidement en kiosque, acheter la nouvelle expression de ce matin pour être sûr qu'ils ne sont pas concernés par ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est un travail qu'il faut saluer, ce travail de SAP et de veille. Avec plusieurs noms qu'on connaît quand même plus ou moins dans l'espace public. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire que sauf que j'ai le sentiment qu'il y a un goût d'inachevé. Parce que je pense que c'est beaucoup plus que ça. 294 personnes, c'est pas assez. Je pense qu'ils sont plus nombreux. La problématique des salaires fictifs est une problématique qui a cours dans le système de nos fonctionnaires depuis plusieurs années. Et vous vous rappelez, avec la fameuse épisode d'un certain Nebou, c'est un Nebou qui avait été interpellé, qui à lui seul avait près de 2000 matricules à son propre nom. Ils sont nombreux comme ça dans ce cas-là qui pensent les recettes de l'État sans vraiment travailler. Et une des causes, parce qu'il faut aussi interroger les causes, c'est la précarité dans laquelle les fonctionnaires sont entretenus, qui parfois, vous avez les gens qui sont obsédés, hantés par la course au matricule et qui par la suite se retrouvent dans le secteur privé en train de faire autre chose. Parce que simplement le matricule permet d'avoir un salaire fixe tous les mois, mais sauf que dans la vraie vie, ils font autre chose et ce fixe-là leur permet de régler 2 ou 3 problèmes. Mais vous savez qu'on est un des rares pays en Afrique où le salaire des fonctionnaires avait été divisé quasiment par 4 fois 5. Je suis un fils de fonctionnaire, donc je sais de quoi je parle. J'ai vécu cette mutation-là dans ma chair. La précarité avec laquelle ils sont entretenus n'est pas naturelle, leur permet d'être présents en temps et en heure au boulot. Il serait aussi bien que l'État pense à reconsidérer de manière sérieuse le salaire des fonctionnaires, parce que beaucoup ont ces matricules sont des gens qui font autre chose. C'est-à-dire qu'ils y marchent, et comme la plupart de ceux que vous avez dans l'école normale, par exemple, vous avez un qui va prendre service, qui a été admis dans un lycée, et qui passe son temps à faire ses affaires à Douala, qui a négocié avec son proviseur, qui de temps en temps perd son salaire. Il a une autre commission qu'il reverse au proviseur et il n'y va quasiment jamais, sauf pour aller prendre service, sauf qu'à Douala, ils sont devenus tous des hommes d'affaires parce qu'ils estiment qu'il est difficile de vivre avec le salaire qu'ils perçoivent. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas justifier que les gens qui ont pris sur eux-mêmes d'aller à la fonction publique puissent sacrifier nos enfants sur ce point. Il faut que les coupables soient sanctionnés. Mais ce serait quoi le problème de ces personnes qui, eux, étaient chargées justement d'implémenter le CJPS parce que c'est eux qui sont inquiétés? Non, il y a des complicités au plus haut niveau. C'est une affaire de... Je vais dire que les salaires fictifs, c'est une grosse mafia, c'est une grosse machine que s'il faut aborder avec le sérieux, la rigueur qui va avec, beaucoup de gens vont être éclaboussés au plus haut niveau parce que c'est un système entretenu qui profite à beaucoup de personnes en très haut niveau. Ils ont intérêt à entretenir ce système-là c'est une rente en fait pour eux. C'est exactement comme avec la crise anglophone. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des gens qui font des neuvaines tous les jours pour que cette crise ne s'arrête jamais parce qu'ils ont réussi à bâtir une sorte d'économie de la guerre autour de la crise. C'est exactement avec le même système CJP. Vous avez des fonctionnaires qui ont réussi à s'engraisser et qui ne vivent que grâce à un réseau de fonctionnaires qui vivent que grâce à ça, qui font tout pour maintenir le système. Et là, on aura beau créer des CJPS 1, 2, 3, 4, 5, vont toujours réussir à trouver la faille pour continuer à penser dans le secteur de l'État parce que le système l'est fait. Mais il faut qu'il y ait
un véritable électrochoc pour mettre tous ces garnements hors d'état de nuire. Voilà, est-ce que je disais que ce n'est pas justement le fait qu'il y ait ça tambouramini dans ces projets de système informatique de contrôle de personnel d'État? Il y a CISPES 1, CISPES 2, on a connu même Antilope, et puis même cette opération de comptage de personnes physiques qu'avait initié le ministre des Finances tout récemment. Peut-être ça a permis à ce que ceux qui étaient chargés d'implémenter le CISPES là puissent peut-être agir de la sorte. Mais CISPES a été mis sur pied par une institution, je pense une structure tunisienne. En tout cas, c'est une structure étrangère qui gère ce système-là. Et la question de savoir est-ce que cette entreprise travaille de sorte à satisfaire les autorités, parce que dans la nouvelle expression, il est indiqué que le CONSUPE agit sur haute instruction du chef de l'État. Ça veut dire que le chef de l'État prête une oreille attentive, issue de très près le fonctionnement de CISPES 2. Maintenant, vous avez parlé du ministre des Finances qui avait initié un système de comptage du personnel de l'État. Si les ministres veillaient sérieusement que leurs collaborateurs sont au travail tous les jours, on n'en serait pas là. Si tous se rassuraient que les fonctionnaires travaillent selon les heures réservées à la fonction publique, font exactement le travail, parce qu'il y a un laisser-aller. Vous ne pouvez pas avoir certains fonctionnaires, les gars n'attendent que le matricule, qui avait là si bien relevé. Ils sont à la recherche du matricule et viennent au travail peut-être à 11h, ils rentrent à 14h, ils attendent peut-être le 13h. Et vous posez la question de savoir est-ce qu'ils sont réellement au service des Camerounais. Il faudrait que les hautes instructions du chef de l'État soient implémentées à tous les niveaux. Il ne faudrait pas qu'on essaye de nous dire qu'il y a 294 personnes qui devaient mettre ce système en place, qui n'ont pas fait le travail, mais qu'à la dernière minute, on nous dise qu'il n'y avait absolument rien. Donc, il faut absolument éclabousser tout le monde. Ce sont les ils ont trouvé des formules assez contraignantes pour obliger justement ceux qui ont le matricule à être présents aux heures de poste. Aujourd'hui, vous savez, on est bizarrement dans une ville en chantier qui est là où on construit quasiment tous les jours. On va vous demander comment les gens font dans un pays pauvre très endetté où les maisons poussent tous les jours. Vous avez une race de jeunes gars qui sont de politique, jeunes ingénieurs là, qui sont tous en principe affectés dans les délégations départementales, pour la plupart. Au départ, ils faisaient exactement. Aujourd'hui, comment ils font? Ils ont une fiche de présence qu'on leur a imposée. Ils remplissent le matin à 7h, il va au chantier, au quartier, il surveille son chantier. À 15h, il revient signer et il repart. Ça fait passer. Exactement comment. Et puis, aujourd'hui, il y en a même qui sont plus vicieux. C'est-à-dire que quand vous déléguez à votre ami et que vous avez un chantier important et sérieux, vous avez même des fiches avec les dates qu'ils ont déjà signées par avance. C'est-à-dire qu'un gars a un chantier, c'est pas moi, à l'extrémité du pays, la ville, il dit là avec son délégué, vous avez des fiches déjà pré-signées avec les dates. Chaque fois, quand on va faire le compte d'annonce, on se rend compte qu'il est présent au travail, alors qu'en réalité, il est sur le terrain. Il est en train ils sont nombreux qui procèdent ainsi. C'est pour cela que c'est dommage pour notre administration. Je pense qu'il faut un système de contrôle. C'est ce qu'ils font. Oui, il faut absolument un système de contrôle. Un système, je ne sais pas, des personnes qui sont là uniquement pour observer si chaque fonctionnaire est à son poste. Si on n'arrive pas à ce stade-là, on va beau bluffer et on n'aura pas de solution concrète sur le terrain. Et donc, la suite en kiosque dans les colonnes de la nouvelle expression, la liste des 294 personnes donc attendues au contrôle supérieur de l'État du 2 au 12 octobre 2022. On passe à une autre actualité, elle concerne l'eau potable. Vous savez, chers messieurs, que depuis vendredi dernier, il y a un nouveau directeur général à la tête de la Cameroun Water Utilities Corporation, la CAMWATA. Et donc, les journaux nous disent ce matin que Blaise Moussa, puisqu'il s'agit de lui, est déjà au travail. Il a notamment rencontré les syndicalistes qui avaient donc émis un mot d'ordre de grève et qui l'ont levé à la suite d'une concertation entre le ministre et le directeur général entrant, Guy Hervé Fongan. On se pose la question de savoir, depuis la nomination du DG de la CAMWATA, qu'est-ce qui va véritablement changer relativement à l'approvisionnement en eau potable, parce que c'est ça qui intéresse les citoyens. Les Camerounais comme moi attendent deux choses.
C'est-à-dire qu'on est de ce directeur qui aime 50 directeurs généraux par an. Est-ce que les Camerounais, comme nous souhaitons, qu'il y ait une eau qui soit disponible en temps et en heure? La première chose à indiquer, c'est que le maître nous avait appris à l'école primaire qu'une eau potable est une eau incolore, inodore et sans saveur. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les années, que le maître s'était trompé, parce que l'eau qui coule de nos robinets n'a rien à voir avec ce que le maître nous avait dit à l'école primaire. Et la deuxième chose, c'est que même quand cette eau coule, elle coule vraiment à compte-gouttes. Vous avez des quartiers très huppés à Douala où pour avoir de l'eau, il faut se lever à 4 heures du matin, où l'eau coule entre 4 heures et 6 heures. Des quartiers très résidentiels. Ce n'est pas sérieux. Beaucoup de Camerounais comme moi ont oublié même qu'il existe une société au Cameroun qui s'appelle les Camwater, où la construction des forages est une tendance lourde dans les pratiques la plupart des Camerounais. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait une eau qui soit vraiment potable, c'est-à-dire inodore, incolore, et qui coule à l'abondance. Nous avons grandi plus jeunes avec les bornes de fontaine, à tous les carrefours, au quartier. Il veut dire que l'eau c'est la vie. Aujourd'hui, ce slogan semble totalement défraîchi. Parce qu'on attend de Blaise Moussa qu'il puisse donner un coup de pied dans la fourmilière et qu'on ait une eau et qu'un miracle puisse se produire. Bon, peut-être que le ministre qui est venu avec sa chaise de Yaoundé, ça peut être sûrement, peut-être que lui qui est venu avec sa chaise de Yaoundé pour l'installation, peut-être que le miracle passera par là et on espère que l'eau va vraiment couler dans nos robinets en temps et en heure, qu'on va plus se lever à 4 heures, entre 4 et 6 heures pour espérer avoir une goutte d'eau. Ce n'est pas sérieux dans un pays où tous les départements portent un nom de cours d'eau. Didier Dengue, Cameroun Tribune a par exemple parlé de l'heure de la relance. Est-ce que Blaise Moussa peut s'inscrire dans ce sillage-là? Que peut-il faire véritablement à la tête de la Camwater? Je pense que si Blaise Moussa a été nommé à la tête de la Camwater, c'est pour implémenter la nouvelle vision du président de la République qui consiste à donner, approvisionner tous les Camerounais en eau potable. Mais est-ce qu'il va réussir ce pari? Est-ce que Blaise Moussa aura les mains libres pour pouvoir travailler de sorte à satisfaire tous les Camerounais? Je ne sais pas. Mais en lisant, en parcourant la grande une du journal Réalité Plus, vous connaissez son style un peu satirique, qui donne en quelque sorte des conseils à Blaise Moussa. Et je vais lire quelques conseils du DP Guaré de Réalité Plus, du quotidien Réalité Plus, qui dit: Blaise, si tu veux durer à la tête de la Camwater, voici un certain nombre de choses que tu dois faire. Même si l'État a consommé de l'eau pendant 100 ans sans payer ses factures, n'écris jamais en haut pour réclamer cet argent, c'est-à-dire n'écrit jamais à la présidence de la République. Et il continue: méfie-toi du dossier des stations d'eau d'Akomida, d'Ayato et de Douala. Les gens ont bouffé 30 milliards de Paul Biya en 2014 et bâclé la réhabilitation. Bientôt, on va dire qu'il n'y a pas d'eau à Yaoundé, c'est à cause de toi. Blaise, écoute les conseils du quotidien Réalité Plus, sois prêt à recevoir tous les coups. Le président Paul Biya n'a toujours pas nommé une élite de la MEFU et Akono, DG de la Camwater. Ils disent que c'est pour eux. Bats-toi à payer les fournisseurs qui ont des factures et qui datent de l'époque du DG Solo. Ils sont trop fâchés et prêts à tout. Ça paraît un peu comique, mais je pense que... Ce sont des dossiers brûlants quand même que devra gérer Blaise Moussa. Effectivement, ça veut dire que si Blaise Moussa doit réussir à la tête de la Camwater, je pense que il faut détruire ces vieux démons. Et comment parvenir à détruire les vieux démons qui hantent la Camwater? Et vous savez que la plupart des DG qui passent par la Camwater finissent généralement au TCS. Certains finissent même derrière les barreaux. Est-ce que Blaise Moussa va réussir à dompter ces vieux démons-là, des personnes qui tirent la Camwater et qui ne permettent pas à la Camwater de fournir, de satisfaire les attentes du gouvernement? Je me pose la question. Guy a cité un certain nombre de choses, les attentes de la population. Non, ce que nous on attend, c'est l'eau, on ne veut pas autre chose. Oui, on ne veut pas autre chose. En temps et en heure. Mais s'il n'a pas les mains... Si l'environnement n'est même pas d'abord assaini, l'environnement n'est pas assaini, on ne peut pas avoir une eau potable. Est-ce que les populations sont prêtes à attendre? Les populations
populations n'attendent qu'une bonne eau potable. Et qui est que les branchements passent et que les notations passent. Encore ça fait un moment que l'État a démissionné de ses propres engagements. Les populations ont trouvé les solutions en installant les forages dans tous les quartiers. Aujourd'hui, sur 10 quartiers à Douala, vous avez 7 qui ont les forages. Donc, ça fait qu'en réalité, les populations ont fini par prendre leurs responsabilités parce que l'État a démissionné. Et d'ailleurs, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Tutel Tengue de la Camotte, a dit dans son discours d'installation qu'il a instruit en tout cas au nouveau directeur de, on va dire, draguer de nouveaux clients pour la Camotte à de nouveaux abonnés. Mais le tout n'est pas de draguer, Achille. Il faut satisfaire ces clients. Tout à fait. Là, il faut les fidéliser avec un service de qualité. Effectivement. On est d'accord. Et donc, la suite, c'est dans les journaux. Blaise Moussa qui est au travail pour lire les articles concernant ce sujet dans les colonnes de l'économie quotidienne ou encore de l'essentiel ce jour. On passe à un autre sujet, la politique, si vous le voulez bien, monsieur. Le Messager nous apprend ce matin qu'il y a encore des démissions au sein de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, dans la Damawa, avec 6 conseils municipaux et au cadre du parti qui ont démissionné pour rejoindre les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Guy Fongan, qu'est-ce qui peut expliquer ces démissions en cascade au sein de l'UNDP? Je le pense avec beaucoup de pincettes. J'ai traité dans le cadre de mon journal que vous connaissez tous, des politiques, c'est beaucoup d'actualités en rapport avec le Nord, notamment l'UNDP qui est très implanté là-bas, parce que j'ai 2 correspondants dans le Septentrion. Et il s'est souvent avéré après que ce n'était pas vraiment des démissions. Il s'est avéré après, en général. Et donc je préfère prendre ça avec beaucoup de pincettes. Et il faut dire que, contrairement à ce qui n'est pas suffisamment dit, l'UNDP est un des partis les plus implémentés dans le Septentrion. C'est-à-dire que il est inimaginable aujourd'hui de penser accéder à la magistrature suprême, de penser prendre le pouvoir au Cameroun sans composer avec l'UNDP. Près de 40% de notre électorat dans le Septentrion. Que vous aimiez Bello Bouba ou pas, parfois vous êtes obligé de faire l'UNDP parce qu'ils ont un enracinement qui est très fort dans cette région-là. Donc, c'est pas, il n'est pas interdit. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de grincements dedans au sein de ce parti-là. Et le RDPC, qui est la fille du renouveau, n'a toujours pas tenu ses promesses, n'a en général pas tenu ses promesses pour les enfants. Vous connaissez le rituel là-bas qu'on vit chaque année avec les inondations et la famine. Les gens, tout à l'heure, on parlait de l'eau. Il y a quelques mois encore, les gens se bagarraient à cause de l'eau, les Arabes et consorts. Les gens se battaient à mort pour l'eau. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et les enfants du Septentrion sont très... je ne vais pas dire en colère, mais ils sont très déçus du RDPC parce que beaucoup de promesses qui n'ont été faites n'ont pas été tenues. Et je pense qu'on va davantage creuser cette actualité, mais je suis sûr que par expérience, par le passé, ça s'est souvent avéré pas exact après. Didier Dengue, votre analyse de cette actualité-là, pourquoi est-ce que le RDPC voudrait fragiliser l'UNDP qui est un parti allié? Et je pense Parce qu'il faut le préciser dans le contexte que ça arrive au lendemain de la visite du secrétaire général du comité central du RDPC à Ngaoundéré, qui avait dit au cadre du parti d'aller vers d'autres militants, aller piocher dans d'autres formations pour étoffer le parti du flambeau. Oui, mais en parcourant le site internet de Cameroun Tribune, je peux affirmer que cette information est vraie, parce que là on parle des cadres de l'UNDP qui ont décidé de rejoindre le RDPC, et certains ont été accueillis dans le parti par Mohamedou Moustapha, qui est le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Et il y a également d'autres cadres du RDPC qui ont accueilli ces nouveaux. Mais je pense que ça ne devrait pas être nouveau, parce que le RDPC est en train de préparer l'élection présidentielle de 2025. Et actuellement, il y a des partis alliés comme l'UNDP, vous avez également le parti du ministre Issa Chiroma Bakari et plein d'autres partis qui sont avec le chef de l'État. Maintenant, si les gars ne travaillent pas de façon sérieuse pour conquérir beaucoup plus de militants, certains alliés peuvent rejoindre d'autres partis politiques. Et vous savez que le RDPC n'est pas dans une logique de perdre
Vous l'avez constaté pendant la présidentielle et même pendant le double scrutin municipal et législatif sur le triangle national. Il y a une sorte de razzia et les gars travaillent de sorte à conquérir. Ils font les yeux doux régulièrement à leurs militants, également aux militants des autres partis politiques. C'est un jeu politique et la migration politique n'est que logique. Vous avez également au sein des partis de l'opposition, certains qui quittent par exemple le MSC pour un autre parti, ou alors qui quittent un autre parti politique pour le MSC, qui quittent le MSC même pour le parti au pouvoir. Donc je pense que la migration n'est que normale. C'est un mécato politique qui fait partie du jeu dans notre... Donc Achille, pour sortir. Il faut dire que ces cadres-là n'entendent pas s'arrêter là, ils vont encore aller essayer de faire rallier les militants de l'UNDP au sein de... Non, il faut dire... Que peut Bello Bouba-Maghari face à cette situation? Très bien. Il faut qu'on évite dans cette affaire de faire beaucoup d'amalgames. Les militants ont le droit de rejoindre d'autres formations politiques. C'est de leur droit. C'est les mutations qu'on essaie au quotidien. Mais je ne crois pas au syndrome de Stockholm pour le cas de cette affaire. C'est-à-dire pour ceux qui nous regardent au marché Sandaga et à Mokolo, c'est-à-dire que cette capacité à un individu à aimer son bourreau. J'ai du mal à comprendre que les gens qui ont longtemps fustigé la gestion, vous savez que la plupart des cadres du RDP sur Septentrion sont vomis par les populations. Vous avez la manière brutale avec laquelle tous ces gens ont été accueillis à la base. Donc, je veux dire que c'est quand même, je trouve, moi c'est un problème de bon sens. Je trouve assez indécent et incohérent que les gens aujourd'hui, sur un système qu'ils ont abondamment longtemps critiqué, qu'ils puissent aimer leur bourreau pour rallier le bourreau. Donc je crois pas au syndrome de Stockholm. Je voudrais prendre cette affaire avec beaucoup de pincettes et de prudence. C'est pas parce que Camus a dit ça dans le cadre de cas isolés. Que c'est forcément une vérité d'évangile. Je dis, je préfère, parce que j'ai eu par le passé traité sur l'actualité dans le Septentrion et après, c'est vrai que c'est de la manipulation. Oui, que c'est de la manipulation. Oui. Il y a traité 3 cas comme ça, le même cas de figure, et maintenant l'UNDPC qui râlait le RDPC. Après, il s'est avéré que c'est de la pure manipulation. Je ne vais pas donner les noms ici pour jeter les gens en pâture, mais j'ai été 3 cas comme ça similaires dans le Septentrion. Pour dire quoi? Pour dire que c'est vrai qu'on peut faire le mercato, mais le principe de la victime qui aime son bourreau, moi, ça me met un peu dans une position inconfortable, mais toujours est-il qu'il faut suivre ça de très près. Et pour l'alternance 2025 qui arrive, eh bien, l'UNDP, c'est un parti avec lequel il faut absolument compter, c'est une vérité irrémédiable. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus décrypter l'actualité avec nous ce jeudi. Merci à la maison d'avoir suivi cette émission. Merci à nos équipes techniques autour de Emos Fongon. On se donne rendez-vous demain pour la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. Restez sur Equinox Télévision, juste après nous, c'est la team d'Isabelle Carrozupet pour 10-12, le Zénith.